C'est une marque de confiance en l'école que vous avez choisie pour éduquer vos enfants ou au concours duquel vous contribuez d'une manière ou d'une autre. Pour éduquer vos enfants, je dirais, pour faire d'eux non seulement des bacheliers accomplis, mais encore et surtout des citoyens libres, responsables et ouverts au monde. Et pour cela, nous avons besoin de moyens. Et là, il faut se parler franchement et regarder les choses en face. Les subventions publiques, celles de l'État ou des collectivités locales, eh bien, elles vont en stagnant depuis plusieurs années. Et un beau jour, elles pourraient bien diminuer, vu l'état de nos finances publiques. Les frais de scolarité, eux, sont tout juste suffisants pour couvrir nos dépenses à caractère pédagogique, avec ces spécificités qui caractérisent notre projet éducatif. Alors par suite, le mécénat, auquel nous faisons appel depuis peu d'années, est vite devenu un complément essentiel pour l'équilibre de notre école et par suite pour son indépendance. Comme vous le savez, nos actions que vous financez par votre générosité se déploient dans 4 directions: la diversité sociale, l'inclusion scolaire, l'initiation artistique et l'éco-responsabilité. C'est ce dont nos équipes vont maintenant vous rendre compte sous la conduite de Brice Parent, notre directeur du collège et du lycée, numéro 2 de la maison derrière Pierre de Panafieux, dont on vous a expliqué les raisons de son absence et qui vous transmet ses amicales salutations. Je nous souhaite donc une très bonne soirée. Alors, pour compléter ce que Alain Granger-Cabane vient de dire, même si cette journée est une journée évidemment un petit peu spéciale pour toutes et tous, puisque nous commémorons aujourd'hui, en ce 13 novembre 2025, les attentats qui ont tragiquement meurtri la France il y a 10 ans, il nous a semblé qu'il était possible que la commémoration, le deuil, n'empêche pas de célébrer de belles réussites, pleines de vie, que notre établissement met en œuvre et les aventures humaines que nous rendons possibles. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. En effet, l'objectif de cette soirée mécénat, comme l'a dit Alain Granger-Cabane, c'est de vous rendre des comptes et de vous montrer très concrètement ce que votre générosité permet. Car chaque don effectué auprès du Fonds des Amis de l'École alsacienne permet de pousser encore plus loin l'engagement citoyen et républicain de notre établissement. Chaque don nous permet d'accomplir encore plus vigoureusement notre projet humaniste. Ainsi, ce dont nous allons parler ce soir, c'est la façon dont nous parvenons à enrichir le parcours scolaire de tous les élèves de l'établissement. Grâce à vous, nos élèves bénéficient d'une sensibilisation exceptionnelle au monde des arts. Vous le savez, ils évoluent depuis des années, ils se reposent et jouent autour d'un banc qui est aussi une œuvre d'art, cette conversation alsacienne créée par Pablo Reynoso, dont nous avions inauguré l'année dernière l'extension. Et ce soir, nous verrons comment ils vont bénéficier, nos élèves, dans leur classe, de la présence d'une jeune artiste francophone. Grâce à vous également, tous nos élèves bénéficient d'une sensibilisation poussée à l'éco-responsabilité. Ils ont créé, les années précédentes, un potager pédagogique. Ils ont fabriqué une cabane autonome. Et ils réfléchissent désormais, cette année,
à la création d'une mare pédagogique afin de découvrir les organismes aquatiques qui peuvent se développer, y compris en plein cœur du 6e arrondissement. C'est un des points sur lesquels nous ne nous étendrons pas ce soir, donc je l'évoque de manière un petit peu plus précise, mais on vous en parlera davantage l'année prochaine. Grâce à vous, tous nos élèves s'enrichissent au contact de camarades en situation de handicap, auxquels l'école alsacienne donne la possibilité de réussir et de s'épanouir à égalité exacte de chance de leurs camarades qui ne sont pas en situation de handicap. Grâce à vous, enfin, l'école alsacienne ne risque pas de constituer une bulle à l'écart des réalités du monde. Vous le verrez, 32 boursiers Charcot y sont scolarisés cette année et leur détermination à réussir montre à toutes et à tous que la réussite scolaire n'est pas programmée par les conditions sociales et que toutes et tous, nous avons aussi beaucoup à apprendre et à gagner en dépassant nos préjugés. Bref, c'est une belle histoire que nous allons vous présenter ce soir, une histoire profondément humaine, qui donne du sens à nos métiers et à la notion de solidarité. Et c'est une histoire qui reste largement à écrire. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Nous aurons 3 chapitres autour de cette soirée. Un premier temps consacré à la question de l'inclusion scolaire, et je peux déjà appeler Audrey Bellemin et nos deux référentes inclusion, Audrey Bellemin et Catherine Pellerin, qui vont animer ce premier temps avec Gauthier Le Chevalier. Nous aurons un deuxième temps consacré aux bourses Charcot et un troisième temps consacré à la villa alsacienne et à notre artiste en résidence. Voilà, donc premier temps de cette soirée, la question de l'inclusion scolaire. Et vous verrez aussi que nous avons mis des QR codes sur cet écran. Donc si jamais vous souhaitez donner en direct pendant cette conférence, n'hésitez pas, c'est possible. Voilà, Gauthier, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente brièvement. Donc moi, je suis Gauthier Le Chevalier et donc je suis le directeur en charge de la maternelle et l'élémentaire à l'école alsacienne. Et puis je suis très heureux donc ce soir d'ouvrir ce chapitre sur l'inclusion scolaire et d'avoir à mes côtés donc Audrey Bellemin et Catherine Pellerin. Quelques mots pour placer le contexte de l'inclusion scolaire et pourquoi c'est devenu un sujet important dans la réflexion des équipes, et pourquoi c'est un sujet maintenant qui occupe, depuis qu'il est créé, le Fonds des Amis de l'école alsacienne. D'une part parce que l'inclusion scolaire, c'est la loi, et on a tous en repère maintenant une loi qui a 20 ans, qui est la loi sur l'égalité des chances, et qui place les enfants en situation de handicap dans les écoles et qui oblige les écoles à s'ouvrir aux enfants en situation de handicap. Cette loi, elle a 20 ans. Et grosso modo, en à peu près 20 ans, sur l'échelle nationale, on est passé d'environ 200 000 enfants en situation de handicap scolarisés à aujourd'hui plus de 450 000. Et à l'école alsacienne, pour que vous ayez quelques repères, depuis que le Fonds des Amis de l'école alsacienne existe, on est passé, il y a maintenant 3 ans, à 2,4% d'enfants en situation de handicap à l'école alsacienne, à aujourd'hui 2,9% d'enfants en situation de handicap. On est encore loin du taux national. Le taux national est de 4,7% d'enfants en situation de handicap scolarisés, que ce soit en maternelle, élémentaire, au collège et au lycée. Et pour que vous ayez une idée, sur l'Académie de Paris, on est aux alentours de 4,4%. Donc, nous avons de plus en plus d'enfants en situation de handicap à l'école alsacienne. On a encore une marge pour atteindre le taux qui soit le taux ou académique, voire le taux national. Alors, quand on dit ça, il y a la loi, on ouvre les portes des écoles pour scolariser les enfants en situation de handicap, on a un certain nombre de circulaires, de directives, on peut avoir parfois des principes qui vont être annoncés par le ministère de l'Éducation nationale. Dans les faits, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que, notamment, un
des éléments qui permet d'accueillir ces enfants en situation de handicap, c'est l'accompagnement humain et la présence de quelqu'un qui peut, parfois, à la place de l'enfant, prendre des notes, parfois, aux côtés de l'enfant, prendre un peu plus de temps pour un exercice, parfois, aux côtés de l'enfant, revenir sur une notion. Et c'est ce qu'on appelle, nous, alors, le terme, pardon d'utiliser cet acronyme, ce qu'on appelle les AESH, les accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Et oui, la loi les prévoit, les principes existent, mais les moyens ont du mal à suivre. Et pour vous donner une donnée qui est terrible au niveau national, on a 12%, on a plus de 12% aujourd'hui des enfants qui attendent encore leur accompagnement dans les écoles. Et c'est le cas aussi. On a encore aujourd'hui, à l'école alsacienne, pourtant des enfants qui ont le droit d'avoir des accompagnants aux côtés d'eux en classe, à des moments précis, des fois toute la journée, des fois à d'autres moments. Ces droits existent, c'est validé par toutes les instances qui accompagnent la scolarisation des enfants en situation de handicap, et pourtant, l'académie, le rectorat ne sont pas aujourd'hui en mesure de mettre ces adultes-là et de permettre à ces enfants d'avoir une scolarité la plus ordinaire possible et de les faire grandir le plus justement et librement dans l'école. Alors, grâce au fonds des Amis de l'école alsacienne, on a commencé à comprendre comment l'académie, comment le rectorat fonctionnait. Et maintenant, nous avons 2 AESH qui sont des AESH recrutés à l'école alsacienne. Ce sont des salariés de l'école alsacienne grâce aux dons qui ont été faits et qui nous permettent soit d'anticiper des situations pour lesquelles les AESH n'arrivent pas, soit de pouvoir couvrir des moyens avec des AESH qu'on continue de former, qu'on rémunère décemment et qui trouvent une place parmi les équipes et parmi la réflexion. Parce qu'avoir dans sa classe un enfant qui a besoin d'aménagement, et Catherine et Audrey en parleront encore mieux que moi tout à l'heure parce qu'elles sont professeurs et elles accompagnent les professeurs au quotidien, c'est évidemment réfléchir à des fois adapter ses cours, réfléchir à adapter ses exercices, penser à comment organiser même la classe en termes de géographie ou de topologie de la classe pour permettre à des enfants qui ont des besoins spécifiques d'être au mieux et d'être au cœur des apprentissages. Mais c'est aussi, donc c'est prendre beaucoup de temps, c'est réfléchir à ses pratiques. Mais c'est aussi, quand on est professeur, c'est accueillir parfois donc un adulte en plus dans la classe, trouver la bonne distance pour que cet adulte soit à la fois bien installé dans la classe, mais puisse accompagner au mieux l'enfant. C'est lui expliquer le travail qu'on mène en tant que professeur, c'est lui permettre d'adapter au mieux. Et c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, et ça nécessite aussi des recherches. Et c'est pour ça que, grâce au mécénat, puis au fonds des Amis de l'école alsacienne, on a maintenant Audrey et Catherine, depuis 5 ans, qui d'abord ont été formés, qui ont du temps pour accompagner les équipes, pour réfléchir à la scolarisation d'un enfant et faire du sur-mesure. Ce qui est extrêmement précieux pour les équipes, et d'ailleurs c'est l'occasion de les remercier parce que les équipes parfois accueillent des enfants avec des troubles qu'on connaît mal, avec des spécificités, des particularités. Et plus on avance, plus on se rend compte que ces enfants-là apportent énormément de richesse pour tous les autres élèves de la classe, nous permettent aussi de réfléchir à nos pratiques, mais tout seul, c'est difficile des fois, parce que ça demande de faire de pas de côté sur ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on faisait normalement en classe. Et grâce à Catherine et grâce à Audrey, maintenant depuis un certain nombre d'années, nos professeurs qui parlent aux professeurs, mais qui aussi parlent à toutes les équipes de l'école alsacienne, accompagnent les AESH, réfléchissent avec l'équipe des psychologues, réfléchissent avec le service éducatif, réfléchissent avec le service médical, sont en relation directe des fois avec les parents, et on arrive à avoir des scolarités qui, sur le papier, doivent correctement fonctionner, parce que le ministère nous le dit, mais fonctionnent réellement et fonctionnent concrètement. Voilà. Donc, c'est l'occasion de remercier toutes les équipes, mais de remercier aussi particulièrement Audrey et Catherine pour le travail qu'elles font. Quelques chiffres pour ceux que je viens de vous citer aujourd'hui. Donc, 8,4% de nos élèves bénéficient d'adaptation. Ça veut dire que ce ne sont pas forcément des enfants en situation de handicap, mais c'est des enfants pour lesquels on a besoin, dans certaines matières, d'avoir des protocoles précis. On a besoin, dans certains moments, dans l'entrée dans la lecture, d'avoir des protocoles précis. Et tous ces élèves
sont accompagnés par des réflexions d'équipe, mais par des réflexions d'équipe qui sont poussées et qui sont abouties grâce à la présence de Catherine et d'Audrey. Je vais vous laisser la parole pour présenter plus concrètement ce que vous faites. Et puis, vous verrez, beaucoup de choses ont pu être mises en place ces dernières années grâce au Fonds des Amis de l'École alsacienne. Et on a envie d'aller beaucoup plus loin parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du sur-mesure. Chaque situation nécessite, pour qu'elle soit efficace, un travail d'orfèvre et que Audrey et Catherine accompagnent auprès des équipes. Je vous laisse toutes les deux la parole. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Monsieur le Chevalier, nous sommes toutes les deux déjà à 100% professeurs. Donc, Catherine Perrin est professeure d'anglais au Grand Collège, donc collège et lycée. Et moi, je suis donc Audrey Bellemain, professeure des écoles, en maternelle pour l'instant. Mais en plus, on a une double casquette. Comme vous l'avez évoqué, on est aussi référente inclusion scolaire sur le midi, le soir, bref, tout le reste de l'école. Donc on a suivi une formation universitaire ensemble, un diplôme universitaire, et évidemment dans notre formation on suit sans arrêt l'évolution des neurosciences, des évolutions, tout ce qu'on peut glaner comme information, comme outil. On est tout le temps, j'ai envie de dire, en veille toutes les deux de tout ce qui peut exister, aussi bien en primaire qu'au grand collège. On pourrait être bien plus que deux sur ce plateau, parce que finalement, nous, on représente un petit maillon de l'inclusion scolaire, puisque les maillons, c'est les professeurs, évidemment, les professeurs de classe en primaire, les professeurs principaux, les professeurs spécialisés pour le primaire également, les AESH, les AESH, c'est les aides, qui sont primordiaux pour certains élèves. C'est comme si on vous demandait d'enlever votre paire de lunettes, vous seriez perdu. Les AESH, c'est un peu ça. C'est des aides précieuses, et quand ils ont le droit, c'est que vraiment, ils en ont besoin. Il y a également le service éducatif qui aide tous les élèves, service médical, les psychologues. On a 3 psychologues à l'école, dont une qui chapeaute les AESH, donc les aides des élèves. Et je voudrais juste encore vous remercier, parce que nous avons depuis cette année donc 2 AESH qui sont rémunérés par l'école, et c'est vrai que c'est un travail de qualité qu'on peut mener avec eux, et même si les autres AESH sont fantastiques et très dévoués, mais c'est quand même mieux d'avoir des gens qu'on peut suivre, à qui on peut proposer des formations. Il y a une relation qui est différente et une reconnaissance, je crois, de l'école qui est fondamentale. Et en ça aussi, on montre aux élèves, aux parents, à nous en tant que professeurs, qu'on n'est pas seul, on est une équipe, et donc de salariés finalement 2 AESH, c'est un acte fort. C'est peut-être le début, j'espère, mais en tout cas, c'est, je trouve, un acte très fort de la part de l'école alsacienne. Et évidemment, nous avoir, nous deux, dans cette mission, c'est un acte fort également, puisqu'on pourrait, comme dans plein d'écoles, faire notre petit travail dans notre coin, mais non, c'est pas la volonté de l'école, ce ne sont pas les valeurs de l'école, et c'est en ça où nous, on a été missionnés. Alors, après notre diplôme universitaire, on avait très envie d'être un peu comme des transmetteurs de savoir de tout ce qu'on avait pu apprendre toutes les deux. Donc on a décidé de faire des cafés à inclusion scolaire sur le temps du midi. Tout d'abord, on a invité nos professeurs de DU, qui sont des spécialistes pour les troubles, évidemment. On a également invité des gens du SIAM, c'est pour les déficients visuels, une personne du CEREN qui s'occupe. Le CEREN, c'est une école très particulière, fantastique pour les enfants qui ont des troubles et qui n'arrivent pas à s'en sortir dans un système normal. Et puis nous, on a pris aussi le relais, parce qu'on avait encore une fois envie de transmettre ce qu'on avait appris. On a fait des présentations sur les troubles du spectre autistique. Le but est sur la dyslexie. Le but étant d'expliquer ce que c'est. On pourrait même dire les dyslexies. Le but étant d'expliquer concrètement ce que sont ces troubles, et également et surtout, j'ai envie de dire, quels aménagements,
quelles béquilles on peut proposer à ces élèves qui sont empêchés à cause de leurs troubles, à cause de cet handicap invisible. Donc ça, c'était le public, c'était évidemment tous les professeurs, aussi bien de primaire que du grand collège, mais également les AESH qui sont très concernés, parce que parfois ils savent pas trop à quoi correspondent ces troubles, le service éducatif qui est également concerné, puisqu'ils accompagnent tous les jours nos élèves. Et puis, chacune, depuis cette année, on s'est rendu compte que les professeurs avaient des besoins spécifiques au grand collège et au petit collège. Donc, on s'est mis d'accord toutes les deux, parce qu'on aime beaucoup travailler ensemble, mais on s'est mis d'accord pour faire des cafés inclusion scolaire un peu spécifiques. Donc, par exemple, moi, j'ai présenté un logiciel que je trouve magnifique, qui s'appelle Lire Couleur. C'est un outil d'aide à la lecture. Donc, ça va aider des élèves qui ont des difficultés de lecture, qui sont un peu fragiles, mais évidemment, surtout, parce que c'est pour ça que ça a été créé, des élèves qui sont dyslexiques. J'ai également proposé un café inclusion scolaire sur la présentation de divers outils. Alors, c'est pas du tout des gadgets, c'est des outils qui rendent la vie de l'élève, qui permet à l'élève de se dépasser. Donc ça va être des petits outils, je vais en parler tout à l'heure. Ça peut être des manuels, ça peut être donc des logiciels, ça peut être des albums qui sont adaptés. Donc voilà, j'avais envie à un moment donné qu'on ouvre une espèce de boîte à outils et qu'on se dise, voilà, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour, comme des béquilles en fait pour ces élèves, pour leur permettre d'avancer aussi bien que les autres. Donc, je vais laisser la parole à Catherine pour le café inclusion scolaire de Grand Collège. Oui, bonsoir. Donc pour poursuivre un petit peu sur l'explication un petit de cette spécialisation progressive des cafés écoles inclusives que nous animons, c'est une évolution temporelle aussi. C'est-à-dire que après avoir ressenti le besoin, comme tu le disais il y a un instant, d'abord de transmettre des informations qui étaient tout à fait transversales et qui intéressaient aussi bien les professeurs des écoles que les professeurs de collège-lycée, on s'est rendu compte qu'il y avait des aspects spécifiques propres à chaque cycle qui méritaient qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on s'adresse à un public plus ciblé. Et en ce qui concerne le grand collège, alors même si des logiciels comme Lire Couleur ont toute leur pertinence avec des formats parfois un peu différents, ce qui est assez spécifique, je dirais, au collège et au lycée, c'est le fait que on a un nombre d'interlocuteurs et d'acteurs de l'inclusion qui est vraiment très important. On aura le temps d'évoquer dans un instant, mais il y a 119 élèves qui sont considérés ou fléchés comme étant des élèves à besoins particuliers. C'est beaucoup. Il faut faire communiquer toutes les équipes pédagogiques, les équipes éducatives, les psychologues, le service du médecin scolaire et des infirmiers, les familles. Donc, il y a une sorte de perte d'information parfois qui est très frustrante. Et il me semblait que mon rôle, qui est un petit peu d'être au croisement de tous ces acteurs-là, était aussi de repérer des signaux faibles qui étaient exprimés par les uns et les autres, de remonter ces informations et d'animer non pas un café transversal qui pouvait s'adresser à tous et où parfois certains pouvaient se sentir peut-être un peu moins concernés, mais de cibler des élèves et de partir d'un élève en disant voilà, on a une difficulté autour de cet élève, ça se passe pas bien en ce moment, réunissons-nous, essayons de réfléchir en réunissant les professeurs, les adjoints de niveau, le CPE, les psychologues, le médecin scolaire, l'AESH, pour qu'on ait 50 minutes, vraiment où on se concentre sur la situation et on met un plan d'action en marche pour les semaines qui suivent. Et ça, effectivement, ça a été un bon moteur en cette rentrée 2025. Donc maintenant, c'est vrai que progressivement, que ce soit les CPE ou les professeurs, ils savent aussi qu'ils peuvent faire appel à moi pour lancer cette initiative et avoir la légitimité de solliciter tout le monde autour de ces élèves de manière ponctuelle.
Donc ça, c'est le nouveau format café collège-lycée. Et bien sûr, je suis aussi à la disposition des professeurs pour les aider à mettre en œuvre les aménagements préconisés, puisque la grande différence entre l'élémentaire, la maternelle et le collège-lycée, c'est que au petit collège, souvent les diagnostics ne sont pas posés du tout. On est beaucoup plus dans une phase d'observation. On ne cherche absolument pas à plaquer des étiquettes trop vite sur les enfants. Au collège et au lycée, on commence parfois à avoir des PAP ou des PPS, qui sont des dossiers d'accompagnement pour envisager les aménagements de scolarité. On a des dossiers qui sont quand même plus guidants et qui nous obligent aussi. Voilà. Donc ça, c'est aussi la deuxième phase de mon travail. Voilà. Alors je vais en profiter pour faire justement cette parenthèse sur la difficulté parfois au petit collège que les enseignants peuvent avoir, parce que finalement, il y a deux types de troubles. Des troubles que les parents peuvent déceler déjà chez eux, un trouble du langage, un trouble de la coordination, et il y a des troubles qui sont finalement révélés par l'école. Je parle de troubles de l'orthographe, du trouble du calcul, du trouble de la lecture. Et ça, finalement, c'est en classe que ça se révèle. Il se révèle. Et donc là, l'enseignant, quand il voit qu'il y a des grosses difficultés de calcul, d'orthographe ou de lecture, à ce moment-là, il met en place une remédiation intensive. Et au bout de 6 mois, 8 mois, on voit s'il y a une évolution ou pas. S'il y a une évolution, c'est juste une difficulté à un moment donné, peut-être une immaturité. Bref, donc tout va bien. Mais si ça n'a pas évolué, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Alors, ce n'est pas forcément un trouble. On peut avoir une difficulté de lecture parce qu'on a du mal à converger, parce qu'en ce moment, ça ne va pas très bien en famille. Bref, il y a 100 000 raisons pour ne pas réussir à se concentrer en classe, mais peut-être que c'est un trouble. Donc, on voit le temps. Nous, on peut avoir en classe 6 mois, 1 an, le temps d'arriver à éventuellement un bilan, diagnostic. Donc ce temps-là, où l'élève est en grande difficulté, évidemment, on ne va pas le laisser de côté. Et moi, je ne vais pas dire à mon collègue, « Ah non, lui, il est juste en difficulté, tu le gères toute seule. » Moi, mon travail, c'est d'accompagner tous les élèves. Donc ça veut dire des élèves qui sont en très grande difficulté, qui ne sont pas encore diagnostiqués, ou qui ont peut-être un autre problème. Mais bon, bref, ça fait partie aussi des élèves que je vais devoir aider avec leurs professeurs, et également les élèves qui sont finalement atteints d'un trouble. Donc ça, c'est vraiment déjà important, puisque finalement, les chiffres, c'est important d'avoir des chiffres, mais ce n'est pas suffisant. Nous, un élève qui ne va pas bien, qui n'arrive pas à suivre comme les autres, il va falloir qu'on l'aide quand même, évidemment, pour progresser. Donc, mon travail dans une des missions, c'est d'aider les professeurs à trouver des aménagements adéquats pour aider ces élèves. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai une collègue de CM1 on a pris un rendez-vous, et elle m'a expliqué qu'il y avait 3 élèves dans sa classe qui avaient des difficultés. 2 qui lisaient, mais quand ils lisaient, ils décodaient, mais ils ne comprenaient pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et un autre qui n'arrivait pas à rester assis, qui était très agité, qui n'arrivait pas à se concentrer, qui avait des vrais problèmes d'attention. Donc voilà le type de demande que je peux avoir. Et là, ensemble, on va essayer de construire quelque chose. Et comme le disait tout à l'heure Gauthier Le Chevalier, on va tisser, on va tricoter quelque chose pour chaque élève, parce que chaque élève va être spécifique. La difficulté, elle n'est pas, il n'y a pas une dyslexie qui se règle de la même manière qu'une autre. C'est vraiment très singulier, et c'est en ça où ça nous demande du temps, de concertation. On essaye, on tâtonne, il y a des choses qui marchent. Très bien, quand ça ne marche pas, on recommence autre chose. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est une des missions. Deuxième mission, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une espèce de veille de support, de matériel, de logiciel, de manuel. Et j'essaye de proposer également des outils qui pourraient être judicieux. Par exemple, là, un élève qui lit, qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Déjà, on va vérifier, est-ce qu'il code correctement? Est-ce que, peut-être que s'il entend un audio, est-ce que là, il comprend? Et est-ce que ça suffit pour répondre aux questions? Donc, on va essayer de trouver comme ça des supports, donc expliquer comment on peut faire un audio avec l'enseignant, peut-être proposer une réglette de lecture, voilà, plein de petites...
un peu des trucs, mais finalement, on va essayer de petit à petit aller plus en profondeur pour comprendre véritablement la difficulté de l'élève et lui permettre de garder cette envie d'apprendre, lui garder cette confiance et l'envie de se projeter et pas se dire à un moment donné, je vais jamais y arriver, de toute façon, c'est trop difficile, l'enseignant, il n'y arrive pas non plus, on a essayé des trucs, ça ne marche pas. Non, on recommence, on essaye et on va à un moment donné trouver quelque chose qui va l'aider, la béquille. Il y a autre chose troisième type de mission. Depuis cette année, j'essaye de sortir de ma classe 2-3 fois par semaine, entre une demi-heure et 1 heure, pour aller observer des élèves en classe, à la demande évidemment des professeurs. Donc je vais en classe, un professeur me dit, voilà, tel élève, là, la lecture, ça ne va pas du tout, je ne comprends pas ce qu'il a. Je vais voir, je reste à côté de l'élève, j'essaye, bien sûr avec son autorisation, et on essaye de comprendre ce qui ne va pas. Donc là, récemment, c'était très intéressant. Je me mets à côté d'un élève qui avait du mal à lire, que j'avais eu en JE, donc au jardin d'enfants, donc il me connaissait. Je lui ai dit, mais c'est quoi le problème ? Il m'a dit, mais en fait, ça bouge. Quand je lis, tout bouge. Mais je lui ai dit, alors attends, il y a des règles de lecture, ça va être fabuleux. Il m'a appelée la magicienne. Il m'a dit, d'un coup, ça ne bougeait plus. Ensuite, je lui ai proposé un album adapté. Il lisait Le Buveur d'encre. J'ai trouvé Le Buveur d'encre adapté, plus aéré, avec des sons en couleur. Et là, en fait, même d'autres élèves qui n'étaient pas du tout en difficulté m'ont dit « Mais c'est super ce livre, c'est plus facile à lire, tout est plus large, tout est plus agréable. » Donc on a proposé différents buveurs d'encre à d'autres enfants qui n'avaient pas véritablement de problème de lecture, mais qui devaient quand même fatiguer finalement quand ils lisaient. Troisième idée, c'était d'adapter évidemment pour lui, pour un texte de lecture avec lire couleur. Là, quand il me voit, il me dit « Mais c'est génial, ces règles de lecture, on en a même acheté à la maison. » Donc en fait, c'est des petites choses qui font que l'enfant, il se sent entendu, il garde sa confiance, il garde son envie d'apprendre, et il sait qu'un jour, si ça ne va pas, lui ou un autre, parce que les autres, ils écoutent à côté. « Ah, on a réussi à aider un tel, ah mais super, ça veut dire que si moi aussi un jour j'ai du mal, eh ben on va m'aider. » Et ça, franchement, si on n'est pas là pour ça, voilà. Donc moi, ma mission, c'est celle-là, en tout cas. Un autre exemple intéressant, un élève qui avait une hypersensibilité au bruit. Insupportable. Le bruit du néon, le bruit de la règle qui tombe, le chuchotement d'un copain, la maîtresse qui donne les consignes, tout est au même niveau. Vous imaginez la fatigue de cet élève pendant la journée. Et là, qu'est-ce que je lui ai proposé ? Je lui ai proposé de mettre un casque anti-bruit, parce que ça tamise un petit peu, et je lui ai proposé un petit paravent pour qu'il puisse s'isoler quand il a un travail de problème, de rédaction. Évidemment, les autres ont dit « Mais nous aussi, on veut des petits paravents, c'est génial ton truc, on peut être dans une petite cabane en classe, tranquille, où on peut se concentrer. » En fait, la maîtresse m'a envoyé une photo 2 semaines après où il y avait 7 petits paravents posés sur les tables. Parce qu'en fait, les aides qu'on propose aux élèves qui ont un trouble ou qui ont des grosses difficultés sont utiles aux autres. Ça permet de se soulager parfois. À un moment donné où on est fatigué, on met le casque anti-bruit quand il y a trop de bruit, on met un petit paravent. On sait qu'il y a plein de petites choses qui vont pouvoir nous aider. Donc ça, c'est fabuleux. Le dernier point, dernière mission, quelque part, finalement, c'est dessiné, c'est de préparer les ESS. Alors nous, on est très forts dans les acronymes. Les ESS, c'est les équipes de suivi de scolarisation. Qu'est-ce que c'est les ESS ? C'est une réunion, donc vous me reprenez si j'oublie quelque chose. C'est une réunion où on réunit, c'est pas très élégant, différents interlocuteurs qui travaillent pour l'élève. Donc évidemment, il y a les parents, évidemment. Il y a le directeur, le professeur principal quand c'est au grand collège ou le professeur de classe, l'AESH, les médecins, le référent éducation nationale, référent inclusion scolaire éducation nationale, qui fait le lien entre l'école et le rectorat. Et moi, j'y suis pour le primaire. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un peu un diagnostic de l'élève. C'est réussite, parce qu'il y a des réussites, il y a toujours des réussites, les obstacles, les besoins, et surtout, qu'est-ce que nous, on met en place comme adaptation
comme contournement, comme aménagement, pour cet élève. Et là, c'est un moment vraiment clé de l'année, puisque tout le monde est là pour discuter ensemble, essayer d'aller le plus loin possible, de proposer les choses les plus intelligentes pour que l'élève puisse progresser. L'enseignant peut s'adresser directement au médecin, aux parents, pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en plus sur une lecture ou sur un trouble de l'attention ou sur un trouble du spectre autistique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider encore plus cet enfant, pour qu'il réussisse, qu'il se sente heureux de venir à l'école. Et donc, cette réunion, vous imaginez bien que ça se prépare en amont. Donc, moi, j'aide les enseignants. Maintenant, c'est pratiquement systématique. J'aide les enseignants pour préparer cette réunion, parce que c'est quand même lourd. Et quand on a, évidemment, son élève, c'est pas toujours évident d'avoir le recul nécessaire pour savoir ce qu'il arrive à faire, ce qu'il n'arrive pas encore à faire, l'évolution, quels sont les objectifs. Ça, c'est pas toujours évident. Donc, moi, j'ai un peu comme disait Catherine, le pas de côté, où ça permet d'avoir une petite vision plus macro. Et puis ensuite, pendant la réunion, je peux aider, s'il y a besoin, l'enseignant à présenter des choses auprès de la famille ou des médecins. Voilà un peu les missions. Vous voyez que c'est très large. Et qu'au départ, c'était juste aider les enseignants. Et finalement, toutes les deux, on a tricoté plein de choses pour aider nos collègues, et évidemment pour que les élèves réussissent le mieux possible et dans un bien-être, évidemment. Donc moi, je suis passionnée. C'est vraiment des cas singuliers à chaque fois. Et ça demande du temps, ça demande de l'humilité, puisque on a quand même beaucoup de tâtonnements, des allers-retours, et on cherche, et en même temps on trouve. Donc ça nous remplit aussi de bonheur de pouvoir aider chacun, en tout cas en essayant d'aider chacun. Bien, je vais aborder, il y a plein de choses qu'Audrey a évoquées qui sont tout à fait communes au petit collège et au grand collège. Je voudrais juste revenir sur quelques points qui sont peut-être plus spécifiques au grand collège une fois encore, et puis surtout des points qui sont spécifiques à l'école alsacienne qu'on ne trouve peut-être pas dans d'autres établissements, grâce aux moyens qui sont investis dans cet axe central au sein du projet d'établissement. Pour revenir sur ces fameuses réunions ESS, donc qui sont des réunions où les familles rencontrent les membres de l'équipe pédagogique, sont accompagnés de professionnels de la santé et communiquent auprès du référent académique sur les points d'appui et les difficultés rencontrées chaque année pour qu'on rédige un document officiel qui fait loi, qu'ensuite on peut adresser à la maison des examens pour les aménagements spécifiques aux examens. Moi, ce qui me frappe, c'est que par rapport à l'année où on a démarré cette mission de référente, je pense qu'il faut quand même, en toute humilité, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une vraie expertise du corps enseignant qui a tout à fait compris maintenant quels étaient les attendus de ce type de rencontres et de réunions, qui les prépare en sachant vraiment ce qui est attendu, en ayant compris que ce n'était pas la même chose que le conseil de classe, que l'objectif n'était pas de faire un bilan juste sur le trimestre, mais de réfléchir aux besoins de l'élève en termes d'aménagement. Donc ça, c'est tout à fait spécifique. Et vraiment, je tiens à saluer les efforts qui sont faits par tous les enseignants et toute l'équipe éducative de l'école alsacienne, parce que je trouve que quand même, ça mobilise vraiment les troupes. Et nous, on joue vraiment le rôle de facilitatrice lors de ces réunions, quand on y assiste. C'est un temps qui nous permet de faire le point, et moi, ce que j'essaie de faire quand j'assiste à ces réunions, c'est vraiment de proposer aussi aux professeurs qui n'ont pas pu assister à la réunion, parce que autant au petit collège, le professeur de la classe est présent, autant au grand collège, ça n'est que le professeur principal. Donc j'adresse aussi à l'ensemble des professeurs un bilan le plus complet possible, pour que ces échanges soient communiqués aux professeurs et qu'on soit tous au même niveau d'information suite à cette réunion annuelle très importante.
Voilà, donc ça c'est un petit peu spécifique au grand collège, mais c'est effectivement un temps annuel qui est crucial et sur lequel on a gagné en expertise collectivement, vraiment. L'autre spécificité du grand collège, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment la quantité d'acteurs impliqués dans les scolarités des élèves à besoins particuliers. Donc moi j'ai vraiment un rôle de communication, je pense, entre les acteurs. La spécificité de cette année, parce que notre fonction, on l'a redéfinie chaque année, on l'ajuste chaque année, on tâtonne, on voit ce qui fonctionne à un moment donné et puis comment ça a besoin d'évoluer. Cette année, je rencontre de manière hebdomadaire les psychologues de l'école et Brice Parent. C'est l'occasion de faire un point et que chacun remonte les informations dont il dispose. Parce que les psychologues ont accès à des informations qui viennent soit des élèves, soit des AESH, donc des accompagnants de certains élèves, alors dans le respect de la confidentialité des dossiers, bien entendu. Monsieur Parent peut avoir d'autres informations et moi je peux avoir des informations qui me viennent de mes collègues qu'il faut que je transmette également. Donc c'est une sorte de mise à niveau de ce que chacun sait chaque semaine et maintenant les professeurs savent que j'ai l'occasion de communiquer avec ces personnes-là tous les mardis. Donc s'ils ont une information communiquée, ils peuvent le faire pendant la semaine, ils savent que ce sera transmis. Voilà, donc ça, c'est des petites choses, mais ça se construit d'année en année. Ça permet de fluidifier la communication, parce qu'on était quand même parti de pas grand-chose. Il y a quelques années, on ne savait même pas comment transmettre les informations médicales au corps enseignant. En fait, ça a l'air très bête, hein, mais des informations médicales, elles sont confidentielles, les professeurs n'y ont pas accès. Et pourtant, il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Donc rien n'est simple dans la communication de ces informations et tout le monde a besoin d'être à un niveau commun de données pour pouvoir agir, parce que sinon on tourne en rond et on peut se retrouver dans des situations de crise juste pour des problèmes de communication. Donc voilà, donc moi mon rôle c'est aussi de mettre un peu d'huile dans les rouages et d'être plus une facilitatrice qu'une donneuse de leçons, parce que ça, je pense que ce serait complètement contre-productif. Je ne suis pas non plus neuropsychiatre, c'est pas du tout l'objet de mon rôle. L'idée, c'est juste d'essayer de faire travailler ensemble des personnes qui, habituellement, sont plutôt côte à côte que vraiment autour de la même table. Voilà. Quelques mots sur des scolarités particulières assez vite, puis peut-être on conclura et puis on pourra dire effectivement ce qu'on pourrait faire de plus et de mieux. Alors juste revenir sur deux scolarités particulières à l'école alsacienne en primaire. J'ai envie de dire c'est des scolarités sur mesure, même si on a compris tout à l'heure qu'il y avait quand même des choses qui se font cas par cas. Là c'est des scolarités sur mesure. Pourquoi ? Parce que ce sont deux élèves dont une des deux une élève est à l'école alsacienne depuis la petite section de maternelle et pour l'instant elle est en CE2, donc en 9e, mais à un niveau de CP. Et l'autre élève est en CM1, donc 8e, et à un niveau de CE1. Donc vous imaginez bien que là tout est sur mesure. Le contenu, les exercices, les évaluations, les supports, tout est sur mesure. Tout est sur mesure. L'AESH fait partie complètement intégrante de l'histoire également, parce que c'est lourd, hein. L'enseignant ne peut pas faire ça seul, donc il y a forcément l'AESH qui est là. Un emploi du temps même aménagé, parce que c'est des élèves qui sont très fatigables, donc on fait en sorte qu'ils puissent progresser, mais en tenant compte de leur rythme et de leur progrès. Et évidemment, tout ça avec bienveillance. Et c'est pour cela que nous avons créé également une mise en place une annexe pour qu'un des deux élèves qui a du mal parfois à supporter le groupe puisse s'isoler dans un endroit calme, continuer à travailler ou juste faire redescendre la pression et pouvoir continuer à être à l'école. Donc on voit à quel point c'est sur mesure, on ne peut pas faire beaucoup plus, j'ai envie de dire, parce que là il y a aussi plein de supports, plein d'outils, etc.
le côté très positif de ces scolarités, c'est que d'abord, c'est des élèves qui sont heureux, des élèves qui sont contents de venir à l'école, qui sont des élèves qui ont leur posture d'élèves, qui ont leur place d'élèves. Et ça, bravo à l'école alsacienne qui permet à ces élèves de venir et d'avoir leur place à l'école. Par ailleurs, c'est des élèves qui progressent. Moi, j'ai eu cette petite fille en JE, donc en moyenne section de maternelle. J'ai jamais vu une élève aussi volontaire, avec une telle envie, une soif d'apprendre. Elle faisait un exercice, elle avait fini, elle me demandait un autre pour pouvoir progresser, alors qu'elle n'arrivait pas forcément à parler. Donc c'est extraordinaire, des évolutions incroyables. Donc ils progressent, ils sont heureux, ils ont des amis, ils sont invités aux anniversaires, ils font des choses magnifiques avec leurs camarades de classe et en dehors de la classe. Donc c'est des enfants qui sont vraiment intégrés. Et je pense que pour une école, quoi de mieux d'avoir des élèves avec soi, des amis qui sont différents. C'est ça, l'empathie, ça développe l'entraide, ça développe la bienveillance de façon complètement naturelle. Et ça, on est tous fiers de faire partie de cette école pour transmettre ces valeurs à nos élèves, à nos enfants. Et moi, je trouve que c'est des expériences magnifiques, humainement parlant. Après, il faut se poser la question. Imaginons, créons les ponts entre le petit collège et le grand collège pour que ces élèves puissent continuer à être à l'école heureux, parce que c'est quand même le plus important, et qui continuent à progresser à leur rythme, avec leurs difficultés, leurs singularités et leur réussite. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail en commun entre les parents et les enseignants pour que ces élèves puissent rester à l'école et montrer un chemin peut-être différent, mais un très beau chemin également. Voilà, un petit aparté sur ces deux exemples. Alors moi, je voudrais vous parler d'une élève de seconde qui est dans l'une de mes classes cette année, qui est élève à l'école alsacienne depuis 2017. Et alors, j'aurais pu vous donner des dizaines d'autres exemples, mais celui-ci me semble particulièrement intéressant parce qu'il vous montrera l'évolution de l'analyse d'une situation d'une élève depuis le petit collège jusqu'à la classe de seconde et les pistes qu'on envisage pour la suite de la scolarité de cette jeune fille. Alors, aujourd'hui, c'est difficile pour elle. Je ne peux pas dire qu'on soit en situation de pleine réussite. Vous savez que la classe de seconde est généralement considérée comme un palier important. C'est la première classe de lycée. On a des attentes qui sont beaucoup plus ambitieuses. Il ne s'agit pas uniquement de restituer des connaissances, mais vraiment d'être dans l'analyse critique. Et alors c'est difficile pour tous les élèves, hein. C'est une réalité pour tous, le rythme change, les attendus évoluent, et c'est particulièrement difficile pour certains élèves à besoins particuliers. Et alors vous voyez sur la slide qui est derrière moi qu'en fait, cette jeune fille a connu des moments de cristallisation de ses difficultés, au tout début de son arrivée au petit collège, parce que les maîtresses observaient une lenteur qu'elles ne comprenaient pas, qui était durable malgré les remédiations qui étaient mises en œuvre. Et leur inquiétude a conduit à un premier bilan, qui était d'abord un bilan orthophonique. On dit, tiens, il y a des difficultés d'entrer dans la lecture, on va aller dans ce sens-là, il doit y avoir quelque chose à creuser, parce que là, on est allé au bout de ce qu'on arrivait à proposer. Alors, il y a un premier bilan qui a été fait, effectivement une dyslexie qui a été relevée, une rééducation mise en place, et il y a eu effectivement des progrès au niveau du décodage, décoder beaucoup mieux. La compréhension était quand même pas fluide. Donc c'était un léger mieux, ça a permis de passer cette petite marche globalement CM1, CM2 ça a été. Arrivé en 6e avec le changement de rythme, le collège, l'idée d'être confronté à une multitude d'interlocuteurs, ça a plutôt compliqué les choses. Parce que, en revanche, pour d'autres élèves, c'est une vraie révélation et ça facilite les apprentissages. Donc c'est très variable. Mais
pour cette jeune fille, c'était une difficulté supplémentaire de planification, d'organisation, d'adaptation aux exigences de chacun. Donc après une phase de progrès, il y a de nouveau eu une période de crise, les professeurs du grand collège qui se demandaient ce qui se passait. Il n'y avait encore aucun aménagement officiel mis en place, il n'y avait pas de PAP. On savait qu'il y avait une légère dyslexie, mais pas non plus très pathologique et très inquiétante. Et en fait, on savait que parallèlement à ces troubles des apprentissages, il y avait une situation médicale qui nous avait été partagée, qui résultait d'une situation liée à la santé de cette jeune fille depuis sa naissance, et qui avait un PAI. Alors, je continue dans la famille des sigles, parce que c'était trop beau pour s'arrêter là. Donc un PAI, c'est des aménagements vraiment liés à des médications. Par exemple, si vous avez un enfant qui est asthmatique, il va avoir un PAI pour prendre sa ventoline. Mais elle avait un PAI quand même plus lourd que de la ventoline. C'était quand même des problèmes de santé conséquents. Et en fait, tout ça était tout à fait perméable. Et les difficultés d'apprentissage qu'elle peut vivre depuis le début de sa scolarité et qu'elle continue à affronter avec détermination et beaucoup de courage, sont sans doute liées à cette situation médicale. Donc après une deuxième phase d'inquiétude à l'entrée au collège, un vrai PAP a été mis en place. On a même un peu triché à l'école, parce qu'on a pu se le permettre, parce qu'on avait déjà des AESH de l'école. Et en fait, on lui a apporté une aide humaine pour laquelle on n'avait pas de notification. Mais on s'est dit, en fait, sans aide humaine, on ne va pas arriver à l'accompagner aussi bien qu'on voudrait. Donc voilà, on a pu lui offrir quelque chose que la MDPH, parce que voilà, ça manquait au tableau, c'est la maison du handicap, n'avait pas encore notifié officiellement. Parce qu'il faut d'abord avoir une réunion qui permet d'envoyer un dossier à la MDPH. La MDPH réfléchit, 1 an après, ils disent oui, peut-être. Ensuite, vous avez un AESH. Ensuite, il faut attendre 6 mois pour que l'AESH arrive. Et au final, il n'est quand même pas payé. Donc, bon, pour court-circuiter un peu tout ça et éviter qu'elle perde des années de sa vie, quoi, parce que c'est des années d'apprentissage, des années de vie, l'école lui a offert ça. Et ça, effectivement, c'est spécifique à l'école alsacienne, c'est spécifique au fait qu'on a des AESH salariés, quoi. Donc c'est très concret. Ça ne résout pas tout non plus, et on n'avait pas une enveloppe horaire énorme, mais ça a quand même permis de débloquer une deuxième période de crise. Et elle a eu son brevet. Après, alors elle a pris un petit peu plus de temps. Il y a eu un maintien en 3e, mais sa troisième était bien meilleure que la première, ce qui signifie qu'elle progresse, ce qui signifie donc que les efforts payent. Et elle a eu mention bien au brevet. Donc bon, cette situation qui inquiète tout le monde, dont on se dit oh là là, mais que va-t-on faire ? Il n'y a plus d'espoir. Voilà. On a quand même des résultats et des réussites objectives. D'ailleurs, il y a eu des évaluations nationales en début de seconde, et même si ces résultats nous inquiètent, elle n'est pas qualifiée comme étant une élève à besoin. Elle est dans la tranche des élèves fragiles. Donc fragile, ça signifie qu'on porte une attention particulière à son profil, qu'on met en place de la remédiation. Mais ce qui est le nouvel élément dans sa scolarité, c'est que cette année, on l'a trouvée très attristée, et on a observé une détresse psychologique qui était plus importante que par le passé. Alors ça, c'est un autre élément. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les apprentissages scolaires, mais c'est aussi le bien-être de l'élève dans sa classe, la façon dont il arrive à être intégré dans le groupe classe, et surtout, en fait, le coût émotionnel du travail qu'ils sont obligés de fournir pour arriver à ces résultats-là. Et c'est une jeune fille qui travaille énormément, tout le temps, en fait. Donc, on s'est inquiété pour son bien-être, sa santé mentale, je dirais, parce qu'à force d'être confronté à des résultats et des progrès timides par rapport aux efforts qui sont fournis, c'est sûr que ça atteint l'estime de soi. Donc on s'est réunis en début d'année dans les fameux cafés d'équipe pédagogique que j'évoquais tout à l'heure. Tout le monde était très très concerné, inquiet aussi pour sa situation. Et
Ce qui a été décidé, c'était vraiment d'une part d'impliquer toute la classe, de faire en sorte qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité du bien-être d'un élève au reste de la classe, mais quand même d'impliquer les élèves pour qu'ils soient conscients du fait qu'il y a une attention spécifique à lui porter. Rappeler un petit peu son parcours à l'ensemble des professeurs, parce que certains la découvrent, hein, nous on la connaît bien parce qu'on a beaucoup parlé d'elle, et c'est une jeune fille qui nous questionne, hein, et qui nous amène à réfléchir à nos pratiques. Mais il y a des professeurs qui ne connaissaient pas du tout son profil et qui, en début d'année, se disent « mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, mais je ne comprends pas ». Mais voilà, donc mon rôle, c'était aussi de rappeler l'historique, un peu, de remettre de l'humain dans ce parcours un peu haché, un peu difficile. Et on a encore décidé d'apporter des étayages supplémentaires, parce qu'on estime qu'elle est plus à besoin qu'elle ne l'était l'année dernière. Et donc, elle va finalement avoir un volume horaire d'aide humaine beaucoup plus conséquent que celui qui était notifié jusqu'à présent. Donc, ça, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour elle, d'abord. Pour les professeurs qui se disent que maintenant, on a un acteur de plus pour la soutenir. Ça ne résout pas tout, ça ne va pas lui donner son bac dans la poche, mais ça va permettre d'être un peu plus serein par rapport à ses apprentissages, et on a allégé son emploi du temps. Donc là, en fait, l'idée, c'était de se dire, voilà, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger le poids et le coût de ses apprentissages. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas trop de scrupules, on supprime de son emploi du temps de manière provisoire, ce qui n'est pas indispensable pour qu'elle soit bien et pour qu'elle soit dans de bonnes conditions dans les matières qui sont considérées comme prioritaires. Et elle prendra le temps qu'elle prendra. Pour le moment, elle n'est pas du tout prête à un travail, une réflexion de réorientation. Elle a envie d'être en filière générale. On va réfléchir, on va voir ce qui est possible. Mais sa temporalité à elle, ses envies à elle, il faut les entendre aussi. Et vous voyez bien que ça peut être en conflit avec la temporalité des professeurs, qui, eux, vont être... c'est vrai, hein, je dis ça et je parle en tant que professeur. Hein. Nous, on raisonne en trimestre, en semestre, en brevet, bac, voilà, d'évaluation en évaluation. Donc, on a cette angoisse-là. Et on a ce biais-là. C'est pas sa temporalité à elle. Elle, c'est sa vie qui se joue. Donc, elle va pas pouvoir juste passer en filière technologique parce que nous, on a une note qui nous convient pas. Donc, si elle a besoin d'avoir une année de plus, on lui offrira une année de plus. Ses parents vont aussi cheminer. Ça n'a pas été simple non plus d'admettre tout ce qui se passait. Et c'est un long cheminement, on parle quand même de l'évolution d'une jeune fille qui n'avait aucun aménagement scolaire, qui est passée à un PAP, donc pour trouble des apprentissages, à un PPS, c'est-à-dire donc une reconnaissance de situation de handicap. Ce n'est pas des mots qu'on manie avec légèreté. C'est pas facile d'admettre ça. Et c'est pas que des sigles, c'est des histoires familiales, c'est des cheminements, et donc tout ça, ça prend du temps. Et alors là, je vous parle du professeur, de l'élève, des familles. Il y a aussi le rythme des équipes médicales, le rythme de l'AESH qui va percevoir autre chose. Et voilà, et c'est tout ce qui fait la richesse de ces situations et les défis qu'on doit relever. Et encore une fois, je voudrais juste peut-être conclure sur la force de l'école alsacienne, c'est que c'est une école qui s'offre le luxe du temps. Et c'est peut-être le plus grand luxe qui existe. Voilà, on garde nos élèves, on s'intéresse à l'évolution de leur parcours. Parfois, il faut qu'on fasse des rappels d'historique, un petit peu. C'est pas évident de se remémorer toutes les étapes qui sont derrière un élève, mais c'est le défi qu'on se fixe et qui est passionnant, mais pour lequel on a besoin d'aide aussi, parce que c'est vrai que ce qui est offert par l'éducation nationale n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Voilà, je vous remercie. Peut-être que parmi vous dans la salle, quelqu'un voudrait poser des questions à Catherine et Audrey.
C'est tout à fait possible sur ce qu'elles font, ce qu'elles pourraient imaginer qu'on pourrait mettre en place à l'école alsacienne. Bon, vous avez été très clair. On fera ça pendant le cocktail. Merci beaucoup. Merci Catherine. Merci Audrey. Je rends la parole à Brice Parent pour vous parler d'un autre axe majeur du mécénat qui est la mixité sociale. Oui, merci beaucoup Gauthier. Voilà, n'hésitez pas, venez parmi nous. Je vous donne quelques éléments de contexte. Un élément général qui est l'évolution depuis 2015, donc sur les 10 dernières années, de la façon dont nous scolarisons des élèves avec ce que nous appelons des scolarités aidées, c'est-à-dire tous les élèves qui soit ne paient pas du tout de frais de scolarité à l'école alsacienne, soit ne payaient qu'une partie des frais de scolarité. Vous voyez qu'en 10 ans, nous sommes passés de 7% des élèves à 14% pour cette année scolaire. Pourquoi nous faisons ça ? Parce que, je le disais en introduction, nous sommes absolument convaincus qu'il faut de la diversité, il faut des expériences différentes, il faut des élèves qui viennent de milieux différents pour faire une bonne éducation. Et donc cet élément-là, il est absolument fondamental. Le conseil d'administration de l'école alsacienne a décidé, en ce début d'année scolaire, et tous les parents de l'école alsacienne sont au courant de cela, qu'à partir de l'année prochaine, nous allons pérenniser cette situation en mettant en œuvre des frais de scolarité différents en fonction des ressources de chaque famille. Donc ça va nous permettre de poursuivre notre objectif et de l'atteindre dans les prochaines années, c'est-à-dire d'avoir 20% de nos élèves qui bénéficieront de ces scolarités aidées. Alors évidemment, le référentiel, nous on va le maintenir, c'est-à-dire ça correspond dans la future grille sur les premiers tarifs de scolarité des futurs écolages, frais de scolarité variables. Ça, c'est un aspect des choses. Pour enrichir encore et pour contribuer à cela, nous avons mis en place depuis... là je vous montre, excusez-moi, la progression sur ces dernières années et l'impact aussi qui est très fort sur les recrutements à l'entrée à l'école alsacienne, puisque dans les nouveaux élèves, nous avons, et c'est logique, plus de 20% des nouveaux élèves qui bénéficient de ces scolarités aidées. Le point sur lequel je voulais insister ce soir, c'est les partenariats que nous avons mis en place. Parce que pour faire venir des élèves de milieux différents, nous avons créé, il y a plus de 10 ans, des partenariats avec, au départ, un établissement scolaire et désormais 5 établissements scolaires qui sont très différents de l'école alsacienne. Parmi ces 5 établissements, 4 sont en réseau d'éducation prioritaire. Et nous faisons 2 choses avec ces établissements qu'on appelle les établissements partenaires Charcot. La première chose, c'est que tout au long de l'année scolaire, nous entretenons des liens pédagogiques étroits. Cette année, comme les années précédentes, 3 de nos classes de 6e sont en partenariat direct avec 3 classes de 6e de ces collèges qui sont, pour 2 d'entre eux, en réseau d'éducation prioritaire. Et nos élèves de l'école alsacienne, ils font des activités communes avec ces établissements. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet des partenariats Charcot consiste à permettre à des élèves, en particulier pour les élèves qui sont en collège en fin de 3e, de rejoindre l'école alsacienne via une sélection spécifique. Vous savez qu'on a beaucoup d'élèves qui candidatent à l'entrée à l'école alsacienne, c'est difficile d'y entrer. Eh bien, pour les élèves qui font partie des établissements partenaires Charcot, ils peuvent, à l'entrée en 6e, ils peuvent, à l'entrée en seconde, bénéficier d'une filière de recrutement spécifique. Il y a quand même un filtre qui s'applique, mais voilà, c'est un petit peu à côté des autres recrutements. Et pour vous parler de ces partenariats Charcot, nous avons la chance d'avoir ce soir 2 anciennes élèves de l'école alsacienne et je vais tout de suite leur laisser la parole. Donc Maïssa, Nawel, vous êtes en bac plus 5 désormais, ça fait 5 ans que vous avez quitté l'école alsacienne, je ne dis pas de bêtises, le temps passe vite. Vous avez fait tout ce parcours, mais je vais vous laisser en parler plus directement. D'abord, peut-être pour dire ce que vous faites aujourd'hui,
et puis revenir aussi sur ce que vous a apporté l'école alsacienne dans votre scolarité. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Mamdi Nawel. J'ai été à l'école alsacienne en 2018 et donc du coup je suis sortie en 2021. Là j'ai une licence en économie-gestion à la Sorbonne et désormais je suis en radiologie médicale à l'École nationale de physique et de biologie. Et ce qui m'a vraiment donné envie de venir ce soir, c'est, je vais vous raconter une anecdote. J'étais de passage à l'hôpital Necker, donc c'est un hôpital qui est pour enfants. Et en fait, on parlait d'inclusion sociale. Il y a un partenariat en fait avec le Paris Saint-Germain où ils vont créer l'école rouge et bleue qui va permettre aux enfants en situation de handicap, mais également aux enfants situés dans les quartiers les plus défavorisés, d'avoir les meilleurs cours, etc. Et c'est vrai que quand ils ont vu mon parcours, on a vu beaucoup de ressemblances. Et c'est vrai que je pense que les rêves ne s'arrêtent pas au milieu social d'où on vient, ni à l'handicap, ni aux maladies, comme l'ont dit mes collègues juste avant. Et moi, je suis là pour vous parler de ça. Je pense qu'on peut tous être utiles. Moi, quand je suis arrivée à l'école alsacienne, j'avais 14 ans. Je venais du coup du collège Pierre de Ronsard. Je crois que c'était la première école qui avait eu un partenariat Charcot. Voilà. C'était la toute première, donc on était encore dans les débuts. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Quand on a 14 ans, on sort du brevet. J'avais eu mon brevet mention très bien. Puis je suis arrivée en seconde avec 1 heure de trajet. Et mes notes au début, elles ont un peu dégringolé. J'ai vu la réalité. Mais j'ai pu travailler. Les professeurs, ils m'ont beaucoup aidée. Ils n'hésitaient pas à prendre de leur temps, à me rajouter des heures pour que je me mette un petit peu plus au niveau. Et aussi, on était 4. Donc quand on arrive, on est en groupe. Ça nous a vachement resserré les liens. Et j'ai été étonnée, en fait, de mes camarades de classe. J'avais beaucoup d'a priori. J'avais peur de nous faire juger, etc. Mais ça s'est très bien passé. Moi, ce que l'école alsacienne, elle m'a apporté, c'est vraiment, je pense que c'est une chance. Même quand on était à Tremblay, au collège, les gens nous disaient « mais c'est incroyable d'aller là-bas ». J'ai pu faire du soutien scolaire pendant mon post-bac dans des collèges à Saint-Denis, qui sont également en REP+, donc réseau d'éducation prioritaire, où il n'y a pas ce partenariat-là. Et quand j'en parlais aux enfants, ils étaient émerveillés. Certains, quand je me réveille à 6h pour aller en contrôle de maths, c'est pas une chance, je suis pas émerveillée, là, pas du tout. Mais quand j'ai pu aller en échange scolaire à Madrid et aller au lycée à Madrid pendant 2 semaines, là, pour le coup, j'étais émerveillée. J'ai eu des opportunités auxquelles je pense que j'aurais jamais eu si je serais partie, par exemple, dans mon lycée, dans ma ville, qui est très bien également. Et même dans le post-bac, toute cette transition que je vous ai expliquée, que j'ai eue entre la 3e et la seconde, où voilà, j'étais passée, j'avais des 5 en maths, et au final, j'ai eu mon bac mention bien en sortie de Covid, en contrôle continu. C'est un peu la transition que tout le monde a au post-bac. Sauf qu'après, comme on disait, le temps, c'est un luxe. Et en post-bac, ça va très, très vite. On n'a plus le temps de perdre confiance en soi, de tout ça. Et nous, on a eu la chance d'avoir ça. Et même pour les enfants, pour vos enfants qui sont déjà à l'école alsacienne, ils me disaient, ils étaient choqués quand nous, on leur disait qu'on faisait 1 heure de route le matin, le soir, qu'on devait travailler. Eux, c'est après qu'ils ont cette transition-là, mais ils sont déjà sensibilisés à ça, que ça existe. Le choc social qu'on a post-bac, ils sont sensibilisés, ils savent ce que ça existe. J'avais des amis à moi qui sont venus à Tremblay. Eux, quand après ils doivent aller en prépa à 30 minutes de chez eux, ils savent que voilà, on prend le RER parfois. Des fois, il y a des problèmes, on arrive en retard, on ne prend pas tous la ligne 6 à 15 minutes. Non, c'est pas comme ça, c'est plus compliqué. Mais nous, on a vu ça à 14 ans, que des fois, il y a des grèves, il y a des problèmes, on arrive en retard, on est dégoûté. Voilà, c'est la vie. Et je pense que aussi, c'est un partenariat qui est réciproque. On apprend, ils apprennent. Et je pense que, en tant qu'institution, comme je vous parlais de l'hôpital Necker du Paris Saint-Germain et de ce qu'ils font, nous aussi, l'école alsacienne, en tant qu'institution, on se doit d'aider, on se doit de faire en sorte que que tous les enfants aient la meilleure éducation possible. Et nous, on a la chance de pouvoir, donc on doit. Et voilà, je vais passer le micro à Maïssa. Merci Nawel, merci beaucoup. Et pour vous, Maïssa, alors déjà, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Maïssa. Moi, mon expérience à l'école alsacienne, c'est vrai qu'elle m'a apporté que du plus. Je pense que ça a été les plus belles années de ma vie. Moi, je suis arrivée, pareil, en 2017-2018. Et j'ai toujours rêvé de venir à Paris quand j'étais au collège. C'est vrai qu'on connaissait pas vraiment Paris. Certes, on pouvait y aller le week-end, mais c'est tout. On allait peut-être à Paris 5-6 fois dans l'année, donc on connaissait pas vraiment cette ville.
Et moi, j'ai toujours voulu venir étudier dans un établissement en plein cœur de Paris. Et quand j'ai eu cette chance de pouvoir venir ici, je me suis dit, mais waouh, je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression d'être dans une série américaine. Je pense que c'était... moi, quand j'étais au collège, je regardais Gossip Girl, 90-210 Beverly Hills, si vous avez les références. Et quand on arrive ici, c'est vraiment... c'est la série américaine, c'est un choc. Vraiment, c'est un choc culturel. Mais c'est un bon choc. Moi, j'ai adoré cette différence. J'ai adoré rencontrer des personnes qui viennent de milieux totalement différents par rapport aux miens. Et ça a été, moi j'ai fait 2 années ici, ça a été 2 années hyper intenses. C'est vrai que quand on arrive au début, le niveau est très différent de ce qu'on a connu en banlieue, mais tout a été mis en place pour nous aider. Que ce soit les professeurs qui prenaient plus de temps avec nous, l'étude encadrée. Moi, j'allais tous les soirs à l'étude parce que, en pensant aux heures de transport, je me disais je préfère faire mes devoirs ici et je rentre à la maison comme ça, je peux dormir tôt. On avait des stages aussi pendant les vacances scolaires, des stages d'1 semaine qu'on pouvait avoir gratuitement. Donc tout ça, c'est grâce à vous, à tous ceux qui ont pu faire des dons. On avait vraiment beaucoup de chance et beaucoup d'aide pour rattraper les lacunes qu'on pouvait avoir. Et je pense qu'on s'en est tous très bien sortis quand même. Je pense que la plus grosse... au final, le plus difficile, c'était pas tant le niveau scolaire, mais c'est plus la différence sociale, parce que quand on arrive, on a des codes qui sont complètement différents, on a une manière de parler qui n'a rien à voir avec les gens de Paris, et même le style vestimentaire, les goûts, les passions, tout était différent. Mais en fait, c'est là qu'on a tout appris. Moi, c'est vraiment ici que je me suis construite. C'est ici que je suis devenue vraiment Maïssa Ichou. C'est vraiment ici que que j'ai appris à me connaître. Et je pense que ça nous a tous permis d'être beaucoup plus matures rapidement. Ça nous a donné les clés, les armes pour la suite de notre parcours. Je sais que si j'avais pas eu la chance d'étudier à l'école alsacienne, après à la fac, ça aurait été hyper compliqué. Moi, après ça, j'ai eu la chance de faire ma licence à Assas, donc j'ai pas quitté le quartier, j'étais à côté. Je faisais mes petits jobs étudiants à l'école alsacienne. Moi, j'ai été surveillante ici, j'ai fait du babysitting. Je confirme le babysitting. J'ai gardé la fille de Monsieur Parent, donc j'ai pas lâché moi l'école alsacienne. Parce que je considère que, et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi de cette école, c'est que c'est une vraie famille. Quand je compare avec les autres écoles qui sont aussi très bien, qui sont à côté, mais j'ai l'impression qu'ici, quand on a mis un pied, peu importe qu'on ait passé 1 an, 2 ans ou 17 ans pour ceux qui ont pu faire toute leur scolarité, c'est qu'on est une vraie famille. Aujourd'hui, on revient, on est accueillis, on est toujours aussi bien accueillis. Et je pense qu'on a vraiment une chance d'étudier ici. Moi, aujourd'hui, quand j'en parle, quand je rencontre des gens et que je leur dis que j'ai fait mon lycée à l'école alsacienne, ils me disent « Mais tu te rends compte de la chance que tu as eue ?» Et bon, bien sûr, je me rendais compte de cette chance, mais il y en a beaucoup, même des parents, qui me disent « Mais nous, on rêverait de mettre notre enfant à l'école alsacienne. » Et je leur dis « Oui, moi, j'ai eu la chance d'être ici et j'espère que votre enfant, il aura de la chance aussi d'étudier ici. Moi, je sais que plus tard, si j'ai des enfants, j'espère qu'ils auront la chance d'être à l'école alsacienne et dès la maternelle. » mais oui, ça a été des années hyper enrichissantes. On a appris beaucoup sur nous. Ça nous a forgé aussi les transports, clairement. 1 heure de transport le matin, le soir, les grèves. On a vécu. Alors moi, j'ai vécu le Covid, donc génération Covid, j'ai pas passé le bac. C'était sur contrôle continu. On a vécu la grève des Gilets jaunes, donc on se réveillait à 5 heures du matin pour venir et être à l'heure. D'ailleurs, moi, je trouve qu'on était très ponctuels par rapport aux gens qui habitaient boulevard Raspail ou rue d'Assas. Ils étaient en retard. Nous, on était 15 minutes, 20 minutes en avance parce que on prenait, on savait qu'on devait prendre en compte les problèmes de transport, et le RER B, c'est pas, comme tu as dit, c'est pas la ligne 6. Donc il y a toujours des problèmes.
Mais ça nous a appris. Moi aujourd'hui, les transports, il n'y a plus de soucis. Je peux tout vivre. On sait garder notre calme. Et puis humainement, on a rencontré des gens absolument incroyables. L'équipe pédagogique, on a gardé des liens incroyables. Les professeurs aussi, la relation qu'on a avec les professeurs ici, tout a été incroyable. Et puis l'ouverture sur le monde, on a pu voyager, l'ouverture sur l'art aussi. Moi, quand je suis arrivée, alors j'avais fait un peu de théâtre au collège, mais donc ici j'ai eu la chance de faire l'option théâtre et aussi en terminale avec Monsieur Parent. Le fait d'avoir un amphithéâtre, c'est des infrastructures qu'on n'aurait jamais eu la chance d'avoir si on était, si on était resté en banlieue à Tremblay. Même si il y a des très bonnes écoles, bien sûr, mais là, en tout cas, on a de la chance d'avoir de très belles infrastructures. Et donc, oui, ça m'a vraiment permis d'avoir une ouverture sur le monde, sur l'art, sur une ouverture d'esprit aussi, parce qu'avec toutes les rencontres qu'on a faites, avec ces personnes qui viennent de milieux différents du nôtre, on a vraiment découvert un nouveau monde, parce que c'est vrai qu'avant, on était enfermés un peu dans une bulle, et là, on a vraiment... découvert la vraie vie. Et c'est grâce à vous tous, parce que vous donnez. Alors tous les donateurs ne sont pas là ce soir, mais là, quand je vois qu'il y a 32 personnes qui ont bénéficié de la bourse Charcot cette année. Donc nous, ça a commencé déjà à une petite échelle, mais là, il y a 32 élèves, donc c'est incroyable. Et je me demande ce que ça va être dans 2, 5 ans, 10 ans. Et c'est vraiment nous donner une chance qu'on n'aurait jamais eue. Et voilà, donc vraiment merci à tous et continuez de donner, parce que ça a permis, ça nous a changé, honnêtement ça nous a changé nos vies. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose. Je voulais juste rajouter quelque chose. Allez-y. Parce que Maïssa, c'est vrai qu'elle a parlé de bulles, et c'est vrai que tout le monde parle un peu de sa bulle, même au niveau de l'inclusion sociale, au niveau du handicap, pardon. En fait, je pense que là, ce que les bourses Charcot, tout ça, tous les dons, ça permet vraiment de sortir un petit peu de la bulle de l'école alsacienne, parce que moi, quand je parle avec mes amis en post-bac, c'est vrai que des fois, on se dit... moi, c'était le tout début des bourses. On était 10 boursiers. Et c'est une bulle, l'école alsacienne. Il n'y a pas... Et ces bourses-là, ce que vous donnez, tout ça, ça permet de sortir de cette bulle, d'affronter la réalité. Et donc, quand par exemple, des gens de milieux différents se rencontrent, des gens, on est invités nous aussi aux anniversaires, on connaît pas trop. Enfin, je pense que ça apporte beaucoup de bonnes choses, et ça permet de grandir plus vite, d'apprendre plus vite. Et donc, comme je dis, je voulais juste appuyer sur la réciprocité, que ça nous apporte autant à nous que autant à vos enfants, je pense. En tout cas, moi, par exemple, mes amis, en fait, souvent, les collégiennes, ils ont leurs petits frères et leurs petites sœurs qui sont en seconde maintenant. Et ils vont me dire, ah, mais Nawel, il y a des gens de Tremblay qui sont dans la classe de ma petite sœur, et ils vont venir chez nous, etc. Et plus ça avance, plus en fait, ça continue. Et en fait, c'est que du bon. Donc, voilà, continuer de donner. Moi, je pense que c'est important que ça continue. 32, c'est énorme. Et pour aller dans ce sens-là, j'ai une question, mais peut-être qu'il y a d'autres questions dans la salle. Parce que c'est une question qui revient souvent, enfin je vous l'ai déjà posée, mais souvent les professeurs, même de l'école alsacienne, se posent cette question. Est-ce que vous vous êtes fait des amis ? Est-ce que vous gardez des amis et des amis qui peut-être avaient commencé leur scolarité à l'école alsacienne, qui ne venaient pas de Tremblay, mais qui venaient, j'en sais rien, du 6e, du 14e, etc. Est-ce que vous avez encore des amis de l'école alsacienne ? Oui, moi, après, moi, je suis très sociable. Mais oui, moi, on a encore des amis, plein même. Ce mois avec qui j'étais au lycée, je suis encore amie avec eux. Et même, il y a des gens de Tremblay qui ne sont pas pu venir. Mais Abraham, il est encore ami avec Pia, Noé. Moi, c'est encore mes amis. Bon, en plus, c'est marrant parce qu'on a chacun pris un train un peu différent. Il y en a qui sont partis en prépa, il y en a qui sont partis en médecine, il y en a qui ont fait de l'économie. Mais on a su rester amis parce que, en fait, c'était des liens forts qui allaient au-delà de nos différences. Moi, quand je suis arrivée, je pensais jamais que j'allais devenir amie avec... moi, j'étais la fille du 93 qui, tout le temps en jogging, je pensais jamais que j'allais devenir amie avec la fille du 16e rue Passy qui vient que en Zadig et Voltaire. Hein. Pas du tout. Mais du coup, on est encore amis maintenant et on est passé au-delà de tout ça. Donc, moi, personnellement, j'ai gardé mes amis. Moi, de mon côté, pareil. En fait, les liens étaient hyper forts.
moi, j'ai une promo en plus où tout le monde est quasiment parti à l'étranger. Donc, déjà, ça aussi, c'est une différence. Enfin, nous, dans notre lycée à Tremblay, il n'y a personne qui va faire ses études à l'étranger. Là, ici, la moitié de ma classe sont partis au Canada, à McGill. C'est des noms que je ne connaissais pas du tout. London School, Business, l'IE à Madrid. Donc, on apprend aussi. Hein, mais moi, c'est vrai qu'ils sont tous partis à l'étranger. Mais aujourd'hui, on essaie quand même de garder des contacts. Moi, ma meilleure amie aujourd'hui, c'était Jade Molinier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle est au Canada. On se parle tous les jours. Et à chaque fois, elle me dit mais il faut que tu viennes à Montréal, il faut que tu viennes à Montréal. Non, on a vraiment créé des liens forts. Et pareil, ce que tu disais, c'est le fait que nous, on a appris, mais on leur a aussi appris à tous nos camarades. Ils connaissaient pas la banlieue, ils connaissaient pas notre vie, ce qu'on faisait, nos centres d'intérêt. On avait des centres d'intérêt qui étaient complètement différents. Voilà, ils partaient en vacances à chaque vacances scolaires, ils partaient au ski, ils partaient faire des summer camps à Los Angeles. Nous, quand on nous dit ça, on se dit bon, ok. Mais du coup, il y a eu un vrai échange en fait. Il y a eu un vrai échange et ils ont découvert que c'était pas tout le monde qui avait ce privilège-là. Et je pense que eux aussi, ça leur a permis d'avoir une ouverture sur le monde, hein, parce que je pense qu'avant nous, ils s'en rendaient pas compte et c'est pas de leur faute, hein, c'est pas de leur faute. Ils ont eu de la chance de baigner dans un environnement voilà, privilégié, et nous on a été là pour leur montrer qu'il y avait une autre vie à côté. Mais en tout cas, oui, on a créé des très beaux liens, et même aussi entre nous, les gens de Tremblay, on a créé des liens incroyables. On a vécu cette expérience ensemble, et je pense que ça nous a aussi beaucoup aidés d'avoir cette petite team de Tremblay, même si on s'est chacun tous ouverts, et je pense que c'est la bonne chose à faire, de pas forcément rester non plus qu'entre nous, parce qu'on a la chance de rencontrer des gens incroyables, mais d'avoir quand même ce soutien, de se comprendre entre nous, de vivre aussi les mêmes choses, de se dire bon ok, tu travailles à la cantine le midi, le soir quand on rentrait et qu'il était tard, le matin on se retrouvait à 7h pour prendre le RER. Le fait de vivre ça ensemble, ça nous a vachement aidé. Je pense que si on était vraiment seule, moi je sais que si j'avais été seule, j'aurais quand même réussi à m'en sortir, mais voilà, le fait de partager ça, on a des souvenirs incroyables, et des petits trucs, hein, vraiment peut-être insignifiants, mais nous des fois quand on en reparle, on se dit mais waouh quoi, c'était génial. Donc oui, des liens incroyables, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est une famille, donc c'est l'école alsacienne. Dès qu'on revient ici, je sais pas, il y a un sentiment qui est indescriptible en fait. C'est vraiment une seconde famille. Moi quand je viens ici, j'ai vraiment l'impression d'être c'est vraiment ma seconde maison quoi. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions ? Pareil, vous les poserez tout à l'heure. On a un petit cocktail pour clôturer la soirée. Je redonne la parole à Gauthier Le Chevalier et on va passer au troisième thème de la soirée. Merci Brice. Alors, troisième thème, je vais déjà heureux d'accueillir Anne-Marie Aplogan et Florence Lacombe. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Anne-Marie, qui est notre première artiste en résidence à l'école alsacienne. Anne-Marie, vous êtes arrivée le 16 octobre à l'école alsacienne. C'est une chance évidemment pour elle, mais c'est une chance énorme qu'on offre à nos élèves à l'école alsacienne de pouvoir, pendant les 6 prochains mois, voir un artiste à l'œuvre, la rencontrer, rentrer dans sa démarche artistique et la voir au fil et à mesure des semaines où elle va cheminer ici à l'école alsacienne, la voir produire et travailler. Et donc c'est une vraie chance d'avoir cette artiste béninoise prometteuse. Merci à vous d'être là, et merci à vous Florence d'avoir encadré, soutenu ce projet et fait qu'enfin il se réalise et qu'on a notre artiste qui vient d'arriver à l'école alsacienne. Villa alsacienne. Je vous laisse la parole à toutes les deux pour nous présenter cette résidence et nous donner envie d'en savoir un peu plus.
Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, je suis référente culture à l'école alsacienne. Et voilà, ce projet a été porté par Pierre de Panafieux et par nos directeurs également déjà, je pense, depuis 5 ans, hein, puisque c'est un projet qu'on avait pensé en 2020. Alors, il y a eu bien sûr toute la période du Covid et puis c'était un dossier aussi lourd à préparer. Mais voilà, ça a enfin abouti et on est très contente donc de recevoir Anne-Marie donc, pour tous ces mois où ça sera un vrai travail finalement avec les élèves, hein, puisqu'on va établir des ponts. Hein. Moi, je vais être un professeur relais aussi qui va permettre de monter des projets pédagogiques avec d'autres professeurs dans différentes disciplines. Bien sûr, les professeurs d'art plastique seront les premiers à intéresser pour ça, mais aussi des professeurs de SVT, par exemple, d'anglais, hein, d'histoire-géographie. Hein, on va parler du Bénin, notamment en Afrique. Et ça va être une formidable opportunité, finalement, pour les élèves de pouvoir, surtout comprendre, si vous voulez, le processus créatif sur le long terme, hein, de comprendre le travail d'un artiste donc au quotidien, hein, et de développer aussi des compétences, surtout autour de la créativité et de la confiance en soi. Parce que finalement, l'art, c'est ça aussi, hein, ça permet de développer tout ça. Alors, je vais laisser la place peut-être à Anne-Marie aussi pour se présenter et pour nous parler un petit peu de sa démarche artistique. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Anne-Marie Aplogan et je suis ravie d'être là à l'école alsacienne dans le cadre de la Villa alsacienne. J'ai eu à faire un parcours scolaire et universitaire jusqu'à l'obtention d'une licence normalement qui est toujours en cours. Et voilà, aujourd'hui, je développe ma carrière artistique en tant qu'artiste professionnel. Je fais la peinture essentiellement. Et là, quand j'ai eu l'occasion de postuler pour la Villa alsacienne, j'ai envoyé tout de suite ma candidature et j'ai eu la chance d'avoir été la lauréate de ce premier projet de la Villa alsacienne. Alors, ma démarche artistique se base essentiellement sur un concept que je suis en train de développer depuis 2023, un concept lié à la marche de l'être humain. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi posons-nous des pas? Ce sont des exemples de questions que j'essaye de développer dans ma création artistique, puisque chez nous, il y a le proverbe que je cite souvent qui dit « Nul ne sait là où les pieds conduisent la tête ». Et vu que personne ne sait vraiment là où les pieds conduisent la tête, puisque je ne sais pas là où mes pieds allaient conduire ma tête aujourd'hui, vu que je suis ici, j'ai proposé un projet que j'ai nommé « Au creux de nos âmes ». Et c'est avec ce projet que les différents membres du jury m'ont accepté ici à la Villa alsacienne. Alors, c'est quoi ce projet? Au creux de nos âmes, une invitation à toute personne, à l'humanité, à faire une descente dans l'univers émotionnel de l'être humain. Des émotions qui proviennent du regard de la société, des candidatons, des besoins personnels inassouvis, et qu'on finit pas s'enfermer dans une bulle où on a peur de ce que la société va penser de nos faits et gestes. C'est un poids qu'on finit par porter et en grandissant, ça devient lourd. Donc il faut forcément trouver quelqu'un ou la situation adaptée pour pouvoir se verser. Donc moi, aujourd'hui, avec ce projet, je voudrais faire ressortir ces situations-là qui, quand même, nous empêchent de nous exprimer vraiment ou bien d'être vraiment qui nous sommes. Donc voilà le projet qui m'amène là. Merci. Alors peut-être encore une petite question, hein. Qu'est-ce qui vous inspire le plus finalement dans le fait de travailler avec des élèves? Je crois que vous me disiez, hein, que vous aimez beaucoup travailler avec les élèves. C'est ça. Depuis le Bénin, à mes débuts du développement de ma carrière artistique, je me suis lancée très tôt dans l'accompagnement des élèves parce que je trouve que c'est un moyen pour moi de
bien apprendre et de beaucoup apprendre. Travailler avec les élèves a été toujours une activité passionnante pour moi. Et leur spontanéité, leur ouverture d'esprit, leur manière de dire tout ce que tout le monde pense tout bas, le fait de ne pas avoir de filtre, ça m'amène à aller au-delà de mes limites, à sortir de ma zone de confort, à apprendre davantage. Et ça me permet de donner ce que je sais aussi à ces élèves-là. Donc, une fois que j'ai su que c'était un appel à travailler dans une école, je me suis tout de suite lancée et voilà, je suis là. C'est tout un plaisir pour moi de quand même partager mon expérience et d'apprendre aussi des élèves. Parce que être avec les enfants, les élèves, on apprend toujours beaucoup. Donc voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec les élèves ou les enfants. Et peut-être aussi... justement, les élèves vont s'impliquer assez considérablement. Moi, j'ai des élèves de terminale, par exemple, qui sont venus me voir, qui veulent faire des études d'histoire de l'art et qui pensent à leur dossier Parcoursup. Et là, ils ont trouvé une opportunité absolument incroyable. Donc, ils vont faire de la recherche bibliographique, ils vont s'investir dans les expositions, aussi dans l'écriture de textes sur votre travail. Donc ça, c'est aussi une opportunité absolument formidable pour nos élèves. Oui, tout à fait. Parce que là, déjà... Là n'est pas que la peinture, c'est de la documentation, c'est des recherches et le sujet que j'ai choisi au creux de nos âmes est vraiment un sujet très profond pour moi parce que là, depuis le début de cette soirée, on n'entend que des émotions, on entend les parcours des élèves en situation de handicap, donc tout ça me fait réfléchir. Il faut que je documente tout ce que je vais trouver à propos des émotions, faire la relation entre la marche et les émotions, donc c'est vraiment... Ce n'est pas que de la peinture. Donc, c'est tout un travail qu'il faut vraiment faire pour pouvoir faire sortir un travail concret. Voilà, donc c'est sûr que c'est aussi beaucoup produire de sens, faire du lien. Et pour nos élèves, développer leur créativité, c'est quelque chose aussi qui apporte beaucoup de confiance. Donc on va s'engager là pendant ces 5 mois et on remercie aussi beaucoup, bien sûr, les mécènes, puisqu'on espère que cette résidence aussi, elle deviendra pérenne. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie, merci beaucoup Florence, et nous allons donner la parole à notre secrétaire générale, Karine Royer-Wester, qui va vous faire un point sur les bilans des dons de l'année. Merci Karine. Alors, bonsoir à tous. Voilà. Donc, c'est l'occasion de faire un point sur cette campagne de mécénat, la collecte de l'année 2024. Cette campagne donc, du fonds en 2024 a permis de récolter, comme vous le voyez, 383 716 euros qui proviennent d'une part donc, de dons, pour 189 euros. Ce sont 237 donateurs en 2024 qui ont fait un don au fonds de dotation, avec donc un don moyen de 797 euros. Et sur ces 189 euros, il y a eu principalement 100 euros de dons libres, donc des dons qui n'ont pas été affectés à un projet en particulier. Également 62 euros de dons pour les bourses Charcot et 23 euros également de dons pour la villa alsacienne. C'est les plus gros postes. Je ne vais pas tous vous les faire, mais en gros, voilà. C'était pour vous donner quelques exemples. De l'autre côté des dons, nous avons ce qui a été récolté lors de la soirée de solidarité et de la vente aux enchères qui a eu lieu lors de cette soirée. Donc, ce sont 186 euros qui ont été récoltés lors de la soirée qui a été organisée le 26 novembre 2024 au restaurant Le Georges situé au centre Georges Pompidou. Et dans ces 186 euros, nous avons 53 euros qui ont été recueillis grâce à la vente des places pour assister à cette soirée et 133 euros restants qui ont été récoltés lors de la vente aux enchères de différents lots qui avaient été organisés et animés en 2024, donc en novembre 2024, par Antoine Decaune et Benjamin Meyer.
tous deux parents d'élèves et d'anciens élèves de l'école. C'était une très belle soirée, 132 convives étaient alors présents. Et voilà, je pense que beaucoup gardent d'excellents souvenirs du côté festif de cette soirée il y a un an. Ensuite, nous avons donc, dans le cadre de cette collecte 2024, pu avoir 9K euros issus de la vente de produits dérivés que vous pouvez commander sur le site de l'école alsacienne. J'en profite tout de même pour vous le signaler également. Et pour vous dire aussi que pour plus d'informations donc sur cette collecte 2024, vous pouvez aller vous référer au rapport d'activité 2024 qui figure également sur le site de l'école. Alors, si on compare l'évolution des dons de ces dernières années, on voit donc que d'année en année, donc, ces dons évoluent en faveur des projets qui sont soutenus par l'école alsacienne et par le FAEA. Il y a, comme vous le voyez, une très très belle progression à partir de 2023. C'est l'année de création de notre fonds de dotation. Enfin, une belle progression depuis 2019 et en particulier depuis 2023 qui a été l'année la plus faste. Alors bon, 2024 n'est pas très loin derrière. Et bien, l'objectif, bien entendu, c'est de toujours faire mieux. Et vos dons sont indispensables pour poursuivre les projets dont nous vous parlons donc, depuis le début de cette soirée, ces projets donc, de diversité sociale et des bourses Charcot, de l'inclusion scolaire, de l'ouverture artistique avec donc, le projet de la Villa alsacienne, mais aussi donc, les projets éco-responsables qui sont menés par les élèves et les professeurs de l'école. Alors pour cette année 2025, l'année n'est pas encore terminée. Nous avons des événements qui vont arriver d'ici quelques jours et ça sera la conclusion de cette soirée. Pour le moment, donc, le fonds a recueilli 126 K euros à ce jour. En comparaison, si on doit regarder par rapport à l'année dernière à la même date, nous étions aux environs de 100 K euros l'année dernière à cette même date. Donc tous les espoirs sont permis pour progresser encore, pour aller toujours plus loin, pour soutenir donc bien entendu les projets et les actions proposées et faire encore mieux en termes de collecte que les années 23-24, en tout cas on y croit. Tout ceci bien entendu n'est en tout cas réalisable que grâce à vous et merci en tout cas pour votre soutien et à vous tous. Alors, écoutez, il me reste à conclure cette soirée avant de vous inviter à profiter de notre cocktail de fin de soirée de mécénat. Juste un mot pour vous dire que nous vous attendons pour notre grande soirée annuelle qui aura lieu cette année ici même, au Théâtre de l'École alsacienne. C'est le 25 novembre. C'est un format que l'on inaugure. Il y aura un concert par une ancienne élève de l'École alsacienne, Sonia Wider-Atherton. Et ce concert, il sera précédé d'un mini-cocktail suivi d'un grand cocktail. Donc ça sera une belle soirée festive. On espère que ça sera l'occasion aussi de récolter un maximum de dons. Nous n'aurons pas cette année d'enchères parce qu'on a envie de modifier un petit peu les formats. Nous retrouverons très probablement ce format l'année prochaine, mais on compte beaucoup sur vous si vous avez été sensible à tout ce que nous avons développé tout au long de cette soirée. Je pense qu'on vous a montré à quel point nous mettions en œuvre des politiques d'inclusion scolaire qui sont absolument fondamentales. Si on se retourne 10 ans en arrière,
rien de tout ce que nous vous avons présenté cette année n'existait à l'école alsacienne. Même chose pour l'ouverture sociale qui a été mise en œuvre. Ça fait 10 ans que ça existe et c'est pas marginal comme vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est une mobilisation très forte de l'ensemble des équipes qui rendent tout ceci possible. Même chose sur l'ouverture artistique, même chose sur l'éco-responsabilité. Nous avons absolument besoin de votre générosité, de celle de vos amis qui sont, nous l'espérons, très nombreux. On espère qu'après cette soirée, vous allez pouvoir parler de tout ce que nous faisons ici, que vous serez les ambassadeurs du mécénat de l'école alsacienne pour porter encore plus loin ces projets. Bref, nous comptons sur vous et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le mécénat à l'école alsacienne. Vous avez vu un certain nombre d'entre nous ce soir. Je pense aussi à Delphine Seri qui porte le mécénat à l'école alsacienne et qui est tout au fond de cette salle mais qui va nous rejoindre pour le cocktail. Merci à toutes et à tous et comme l'aurait dit Pierre de Panafieux, le bar est ouvert. Merci.